et les diatomées qui sont iridescentes. Et donc, elles jouent avec la lumière. Je dois quand même souligner que les cristaux photoniques, c'est une des découvertes importantes des 10 dernières années en physique. Hein, c'est la possibilité de manipuler la lumière, les photons, comme les électrons. Donc, c'est extrêmement important pour tout notre développement. Bien, chimie douce, il faut bien que je mette le terme chimie douce. Ça, c'est un article qu'on avait écrit pour la science. Voilà. Bon, peu importe. Il y a des verres qui sont, j'avais mis des verres romains, les diatomées qui sont ici, c'est très joli tous les deux. Le problème, c'est que les verres que nous faisons, c'est au-dessus de 1000 degrés, alors que les diatomées travaillent dans l'eau à température ambiante. Comment font-elles? Alors, elles font de la façon suivante. Dans l'eau de mer ou même des rivières, il y a une petite partie du sable, des silicates, des roches qui sont dissoutes sous forme d'acide silicique, c'est-à-dire cette molécule qui est ici. Ben, si vous prenez deux molécules comme ceci, vous voyez qu'entre les deux, vous pouvez enlever une molécule d'eau, H2O pour ceux qui ne sont pas scientifiques. Okay? Et ce faisant, ben, vous créez un pont entre les deux. C'est-à-dire vous prenez une molécule, deux molécules, vous les collez ensemble, et puis vous continuez. Vous continuez, c'est ce que j'ai appelé de la polymérisation minérale, 2, 3, 4, 5, une infinité, et l'infinité, c'est un solide, c'est un matériau, c'est du verre, c'est de la silice. Alors ça, on passe par des étapes particulières qui s'appellent des sols ou des gels, je ne vais pas développer, et c'est un procédé qui est connu sous le nom de procédé sol-gel. Alors en quoi est-il intéressant? Ben, pour deux choses. Premièrement, il va permettre de faire des opérations de mise en forme. Alors c'est l'exposé précédent que vous avez souligné, un matériau, c'est la matière plus la forme, pour avoir une utilisation. Donc la mise en forme d'un matériau, c'est quelque chose de très important. Ça se fait, vous l'avez vu dans le verre et céramique, à température élevée. Là, on va pouvoir le faire directement à partir du bécher, à partir de la solution. Alors, on va faire des nanoparticules par exemple toutes petites. C'est-à-dire que si vous faites une membrane de filtration, les virus ne vont pas passer. Vous pouvez purifier l'eau simplement par filtration en faisant des trous plus petits que des virus. Des fibres, j'ai pris l'exemple de la navette spatiale américaine où les fibres d'alumine sont faites par un procédé sol-gel. Des films minces, ça c'est le grand développement industriel, des revêtements sur des vitrages pour donner des propriétés optiques particulières. Et puis le deuxième intérêt, c'est celui sur lequel je vais plus focaliser mon exposé, c'est la possibilité d'associer le minéral à l'organique, voire même le minéral et le biologique, c'est-à-dire de mélanger, de faire des nanocomposites à l'échelle moléculaire du minéral et de l'organique. Et alors là, vous débouchez sur toute une gamme de matériaux qui vont depuis le verre jusqu'au polymère, de 0 à 100%, qui se travaillent facilement. On peut les mouler, on peut les polir, ils sont transparents. Et une des applications essentielles, c'est de mettre dedans des colorants organiques de façon à faire de l'optique. On peut faire tout un tas de choses, je ne vais pas trop développer ici, mais juste prendre quelques exemples. Vous voyez, sur le plan un peu artistique, ce sont des verres en cristal. Bien, vous avez des revêtements faits de cette façon-là, avec des colorants organiques dans des matrices. Vous avez ici, c'est un de nos collègues américains, enfin il n'est pas américain, mais il travaille aux États-Unis, où après la restauration des mosaïques de la cathédrale de Prague, pour les protéger, bien, on met avec un petit pinceau, on met un revêtement de ce style-là qui va protéger les mosaïques. On peut, de cette façon-là, faire des applications, je dirais, extraordinaires. C'est le toit du Théâtre national de Pékin pour les Jeux olympiques. Ou bien des trucs de tous les jours, c'est les semelles de fer à repasser que vous utilisez. Donc, vous voyez, c'est un type de matériau avec des débouchés importants sur le plan technologique. Quelque chose d'intéressant, quand vous faites ceci, vous n'obtenez pas une poudre, vous obtenez ce qu'on appelle un gel. Ben, un gel, c'est de la confiture, c'est du miel, c'est ce que vous voulez, enfin, c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est plein d'eau. Ben, si vous enlevez l'eau sans faire attention, ça donne une poudre, pas d'intérêt. Mais si vous l'enlevez d'une certaine façon, c'est ce qu'on appelle le séchage hypercritique, le réseau solide de silice n'est pas détruit. Et vous obtenez une mousse dans laquelle, entre guillemets, vous avez ôté toute l'eau. Et ça vous donne un matériau extrêmement léger qu'on appelle des aérogels. Vous avez quelques exemples ici. Alors l'intérêt de ces matériaux, par exemple, d'une part, c'est qu'ils sont très légers, mais surtout, ils sont extrêmement isolants. Curieux, hein? Ils sont 40 fois plus isolants que le verre ou que l'air. Donc vous voyez qu'on peut les utiliser comme isolants thermiques, et c'est effectivement l'utilisation essentielle dans les domaines de l'espace, où le petit robot qui est sur Mars, on protège l'électronique des chocs thermiques en la piégeant dans des aérogels.
ou bien la mission Stardust qui est chargée de récupérer des poussières interstellaires, eh bien, elles viennent se coincer, se piéger ici, dans ces petits cubes qui sont en aérogel. Mais, puisque je m'adresse à des artistes, il y a aussi des artistes qui ont eu l'idée d'utiliser ce matériau nouveau pour faire un nouveau type d'art. Donc, c'est des sculptures qui sont faites en aérogel. Alors, voici un exemple, c'est ce jeune homme qui est ici. En voici un autre exemple. Et en particulier, bon, il y a d'une part l'aspect comme ça, vous voyez aussi que c'est quelque chose qui est très poreux, c'est-à-dire qu'il y a de la diffusion de la lumière, pareil que tout à l'heure quand vous aviez des brouillards et choses comme ça. Donc on va pouvoir jouer avec la lumière pour faire des effets optiques particuliers que vous voyez ici, hein, qui va être diffusé par ce matériau. Donc là, il y a sûrement des choses sur le plan artistique qui ne sont pas inintéressantes. Ah, deuxième partie, maintenant je pars de nanoparticules. Je pars de nanoparticules, donc de briques, disons, hein, et je vais construire un matériau nanostructuré. Alors j'aime bien prendre l'exemple de la Grande Muraille en Chine, d'abord parce que c'est superbe, et vous voyez bien ce que je veux dire. C'est fait avec des briques ou des pierres. Bon, c'est des petits objets comme ça. Et si vous les assemblez les uns avec les autres, vous voyez que l'objet qu'on obtient ici ressemble plus à un serpent qu'à une brique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un matériau nanostructuré ayant une forme particulière. Donc c'est ça un petit peu la deuxième idée. Je fais une nanoparticule et puis je vais les assembler. Alors comment faire une nanoparticule? Eh bien, au lieu de travailler simplement, disons, dans un bécher avec de l'eau, on va mettre des surfactants. Surfactants, c'est du savon. C'est du savon, c'est-à-dire que ce sont des molécules qui ont une tête polaire, c'est-à-dire qui aiment bien l'eau, et une queue hydrophobe qui n'aime pas l'eau. Alors si vous prenez ces molécules-là et que vous les mettiez dans de l'huile, par exemple, eh bien, toutes les têtes polaires vont venir s'assembler autour, et faire un milieu à queue au milieu, et puis les queues hydrophobes vers l'huile. Si vous faites au contraire dans l'eau, c'est l'inverse. Toutes les têtes polaires vont vers l'extérieur, et à l'intérieur, il y a toutes les queues hydrophobes. Donc vous avez un milieu eau-huile ou huile-eau. Si vous faites maintenant fabriquer un oxyde, un matériau, ben c'est évidemment sur les têtes polaires qui va se fixer, non pas sur les queues hydrophobes. Et vous avez deux possibilités. Soit il se fixe à l'intérieur, et vous voyez que vous faites une synthèse en milieu confiné, ça vous donne des nanoparticules. Elles ne vont pas pouvoir être plus grosses que cette espèce de vésicule dans laquelle vous faites la synthèse. Soit vous travaillez dans ce système-là, et ça va venir se fixer autour, et ça va faire un manteau. Alors juste un exemple, c'est ce qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle des micelles. Ces micelles peuvent s'assembler et faire des systèmes, ce qu'on appelle des mésophases, enfin, comme des cristaux liquides un petit peu originaux, par exemple des espèces de cylindres qui s'empilent les uns à côté des autres, et ça vous donne quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle des solides mésoporeux. C'est une découverte des 20 dernières années, et vous voyez, ça c'est un solide, un oxyde de titane mésoporeux, vous voyez que vous avez une porosité extrêmement régulière. Donc là derrière, il y a encore tout un tas de propriétés que bien évidemment je ne vais pas développer ici, mais c'est un matériau nanostructuré. Ce que je voudrais simplement souligner, c'est que la découverte dont mes collègues chimistes sont très fiers, ça a été fait il y a 200 ou 300 millions d'années par les diatomées. Hein, ça, c'est des diatomées en silice, ça ressemble quand même bougrement à ce qu'on fait dans les meilleurs labos actuellement. Bon. Donc on obtient, si on met en milieu confiné, on va obtenir des nanoparticules. Et ces nanoparticules eh bien, ont une dimension qui est analogue à celle d'un virus. C'est le virus du sida, ça c'est un fullerène, hein, avec 60 atomes de carbone. C'est des objets qui peuvent avoir des formes et des tailles, des dimensions comparables. Alors, qu'est-ce qui... nanoparticules, tu n'as pas voulu en parler, je ne vais pas en parler non plus. Bien évidemment, là tout le monde crie, oh là, catastrophe. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes petites, hein, donc vous voyez quelque chose ici, toutes tellement petites qu'elles peuvent traverser les membranes et aller jusqu'au cœur des cellules. Alors effectivement, il faut faire très attention. Si vous les respirez, ça va aller jusqu'au cœur des cellules, et là, je ne sais pas ce que ça va faire. Donc il y a clairement un danger potentiel derrière cette affaire-là. Ce que je voudrais simplement, c'est ce que j'ai marqué ici, attention, danger. Ce que je voudrais simplement souligner, c'est que d'un malheur, on peut faire un bien. C'est-à-dire que puisqu'elles peuvent aller à l'intérieur des cellules, eh bien, on va leur dire, ma petite amie, tu vas aller à l'intérieur des cellules, mais tu vas me transporter quelque chose là-bas. Donc on va pouvoir les utiliser pour faire des nanomédicaments, de la nanomédecine. Alors, c'est ce que je viens de dire. Hein. Donc on prend une petite une nanoparticule, on va l'injecter dans le sang, et elle va aller traverser les membranes par ce qu'on appelle endocytose.